Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La radicalisation, le sujet a été longuement évoqué ces jours-ci ici à Bamako. C'était à la faveur d'un colloque dont les travaux ont démarré le samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako. Un colloque initié par un mouvement appelé Sabati 2012 et qui avait pour thème lutte contre le radicalisme, quel rôle pour les structures religieuses. Un thème qui reste d'actualité depuis 2012 suite à la montée en puissance de la radicalisation, notamment dans les septentrions malien. Alors pourquoi le phénomène a pris une telle ampleur dans le pays? Où peut-on situer ses origines? Qu'est-ce qui favorise son expansion? Que faire à présent pour lutter contre le radicalisme religieux? Quelle doit être la place des religieux dans ce combat? Le grand dialogue de ce mardi va donc tenter d'obtenir une réponse à ces questions en recevant 4 invités. Issa Kaoudjim, il est membre du Haut Conseil islamique du Mali. Le pasteur Nouag Infa Yatara, le président de la fédération donc des églises évangéliques baptistes du Mali. Nous avons également dans ce studio Fodé Ndiaye, qui est le secrétaire général du mouvement Sabati 2012, est attendu d'un moment à l'autre. Le 4e intervenant, il s'agit d'Adama Traoré. Il est le président de la plateforme de la société civile du Mali. L'émission vous est présentée par Seydou Foma. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. La radicalisation au Mali, comment y faire face? C'est la question qui est au centre de cette émission, dont le premier volet s'articule autour des origines de la radicalisation. Mais tout d'abord, cette petite question, que faut-il comprendre par radicalisation? Je pense que je vais poser la question à vous, pasteur Nouag Infa Yatara, président de la Fédération des églises évangéliques baptistes au Mali. Je pense que dans les écrits de la littérature française, la radicalisation est toujours liée à la vie religieuse. Maintenant, la radicalisation n'est pas toujours mauvaise. En fait, il n'y a rien, aucun changement positif ou négatif ne peut arriver dans une société sans un certain radicalisme. Donc, dans ce sens, il faut comprendre que la radicalisation pour laquelle on est ici, c'est la radicalisation qui mène à la violence. Alors là, ça devient inquiétant. Donc je crois que c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Mais tout ce qu'on fait dans la vie demande, pour un changement que l'on veut, à aller à une certaine radicalisation. Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique. Je remercie Studio Tamani et tous les auditeurs de Studio Tamani. Je suis très heureux une fois de plus d'être parmi les frères et sœurs pour partager d'un sujet d'actualité qui concerne aussi la vie de la nation. C'est vrai que quand on parle de radicalisme, selon la roue, l'attitude, l'esprit, doctrine de ceux qui veulent une rupture complète avec le passé institutionnel et politique ou une attitude d'esprit d'une intransigeance absolue. Radical, c'est dit d'une organisation, d'une attitude visant à des réformes profondes de la société. Alors, en d'autres termes, on peut parler de révolution. Donc, l'attitude radicalisme, je crois qu'il faut mettre dans son contexte, dans l'expression qu'on cherche, parce qu'en réalité, ce qui est difficile à admettre, on veut focaliser le radicalisme, entre guillemets, comme si c'est un phénomène musulman, islamique ou religieux tout court. Parce que je crois que ça, c'est une expression extrêmement dangereuse, mais si on veut parler le radicalisme dans le sens de rupture avec des normes établies, voulues et respectées de tous volontairement, je pense que nous devons tous conjuguer nos efforts pour vraiment alors dénoncer cette forme de radicalisation. Ceci étant, je pense que pour introduire et partager en partie avec mon frère de l'Église protestante, c'est que le radicalisme comme formule qui consiste à faire quelque chose qui va dans le sens de bien faire, de bien dire, et puis d'être cohérent et conséquent avec sa propre conviction. Je ne considère pas ça comme du radicalisme, je considère ça tout simplement et comme une expression religieuse, une conviction profonde d'un choix, mais qui doit respecter aussi alors, la diversité et aussi la différence.
Et nous sommes dans une situation qu'on veut globaliser, c'est-à-dire politique, économique, sociale, alors que le tenant de l'ordre politique, alors ne donne pas de place à l'expression plurielle des religions. Parce que j'ai l'habitude de dire, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, ce sont les 5 grands victorieux de la dernière guerre mondiale ou les 2 dernières guerres mondiales et qui aujourd'hui ont la mémise sur les institutions qu'on qualifie institutions qui parlent de la communauté internationale. C'est eux qui définissent ce qui est bon, c'est eux qui définissent ce qui ne l'est pas, qui met au centre les droits de l'homme, les droits humains. Mais pour un religieux, le premier droit, c'est le droit de Dieu. Alors, est-ce qu'à cet instant précis, il n'y a pas une rupture sur le fond? Je pense que nous allons en venir. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Le temps de donner la parole à vous, Fodé Ndiaye, vous qui êtes donc le secrétaire régional du mouvement Sabati 2012. Je rappelle que c'est votre mouvement qui est à l'origine de ce colloque, un colloque qui a donc démarré samedi dernier et qui traite de radicalisme. Alors, comment est-ce que vous comprenez ce terme, radicalisme, radicalisation? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à nos auditeurs aussi qui nous écoutent de partout. Pour aller vite, moi, j'aimerais ramener le terme dans un contexte purement religieux. C'est extrêmement important. Je ne vais pas parler de la définition littéraire qui a été déjà évoquée par les autres. Au fait, nous pensons qu'aujourd'hui, on parle de radicalisme lorsque un groupe pense pouvoir exercer leur façon de voir les choses sur les autres par la force. C'est comme ça que nous voyons un peu la chose. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde les groupements ou encore les groupes djihadistes ou extrémistes qui se créent. Donc, ce phénomène, nous l'appelons comme étant une manière d'imposer sa façon de voir les choses à tous les autres. Donc, ce fait qui peut aussi être similaire à l'extrémisme, donc nous avons situé notre colloque dans ce cadre-là. Donc, comme vous l'avez dit, avec le temps, on va essayer de donner beaucoup plus de détails. Mais moi, je m'en tiens à cette définition qui se situe uniquement dans un contexte purement religieux. Alors, Adama Traoré, le président de la plateforme de la société civile du Mali, vient de nous rejoindre dans ce studio. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'aurez compris, c'est déjà parti. Nous parlons de radicalisme, de radicalisation. Alors, à votre niveau, au niveau de la société civile, lorsque vous parlez de radicalisation, qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Merci. D'abord, bonsoir à tout le monde. Disons que je parle un peu sous le contrôle de ceux-là même qui ont organisé ce forum-là, concernant, n'est-ce pas, l'organisme de la radicalisation. Nous, au niveau de la société civile, nous nous plaçons à un niveau où nous voyons qu'il y a un groupe déterminé qui tente par tous les moyens d'imposer leur point de vue à d'autres, leur option à d'autres, leur vouloir à d'autres, et finalement qui aboutit malheureusement à des situations catastrophiques, car il y a des pertes de vie en mienne qui s'ensuit. Donc pour nous, pour l'instant, c'est que c'est un groupe qui veut imposer son vouloir à d'autres groupes. Voilà, ça c'est pour notre point de vue tout court. Alors, deuxième question, qu'est-ce qui explique la montée en puissance de la radicalisation, du radicalisme au Mali? C'était à partir de 2012. Est-ce que cela était prévisible? Je pose la question à vous, Passer Nouag Infa Yatara. Je pense que la montée du radicalisme au Mali s'explique par plusieurs phénomènes. Le premier phénomène que je dirais, c'est d'abord la pauvreté. Comme on dit, à ventre affamé, il n'y a point d'enseigne. Il s'est trouvé que les 20-30 dernières années, le monde arabe a commencé à lorgner vers l'Afrique au sud du Sahara. Et les pays fragiles et faciles, c'est les pays pauvres. Et le Mali figure bien sur cette liste-là. Donc, ils ont commencé à investir massivement. Et pour recevoir leurs subsides, les gens n'hésitent pas à
aller confesser les mêmes vues, les mêmes visions, les mêmes doctrines qu'eux. Ils ont abandonné leur islam du terroir, leur islam culturel, leur histoire islam malien pour un autre islam. Et cet autre islam-là qui a mené la radicalisation qu'on observe prenant plusieurs formes sur le terrain. Alors, Issa Kaoudim, vous qui êtes membre du Haut Conseil islamique, dites-nous, la montée en puissance de la radicalisation, est-ce que cela vous a surpris au Mali? Moi, je reprends la question à mon compte. Je pense que c'est une question qui, enfin, je ne dirais pas mal posée, mais orientée. Vous savez, quand vous parlez de montée en puissance, de radicalisme, de groupuscule, non, je crois que c'est déplacer le problème. Le problème au Mali, en Afrique, c'est un problème de gouvernance. On est d'accord, mais non, monsieur... non, vous m'allez me laisser parler, parce que si vous demandez mon point de vue... Je suis d'accord avec vous, mais vous allez me permettre aussi de poser ma question comme allez-y, je l'entends. Allez-y. J'ai bien dit que la montée en puissance, c'est un fait. Vous n'allez pas nous dire que la situation à laquelle nous avons assisté en 2012 était une situation connue ici au Mali avant? Mais faisons l'historique. Permettez-moi de faire l'historique. Si on remonte aux années 90, on a parlé des premières rébellions au Mali avant la révolution, avant même la démocratie. C'était la première république. Il y a eu ce qu'on appelle la rébellion Touareg. On ne parlait pas de l'islam. Avant la rébellion Touareg, pendant la conquête coloniale, se sont soulevés contre le colon. Donc, en 90, Moussa Traoré, entre guillemets, les traités des bandits armés. Et quand il y a eu les accords de Tamanrasset, quand il y a eu ce qu'on appelle le pacte national, ce sont ces mêmes qui ont été intégrés dans l'armée, à la police, à la gendarmerie, qui est ce qu'on peut qualifier, entre guillemets, de favoritisme pour la paix. Et pour la paix, le peuple a accepté ce sacrifice. Et vous voulez que ce sont les vous allez me laisser finir pour non. que... Non, si vous me laissez finir, les auditeurs comprennent. Mais vous parlez pour que les auditeurs vous comprennent. Parce que vous avez ne parlé pouvez de pas 92, nous avons 45 minutes, nous ne pouvons pas vous laisser parler de juste une minute, vous ne pouvez pas comprendre 2012 si on ne comprend pas ce qui s'est passé avant 2012. Ouais, mais nous avons mais j'arrive très rapidement. Voilà. En 2006, il y a eu ce qu'à l'accord entre guillemets ATT avec ce qu'on appelle les rebelles, et pour qu'ils réintègrent après avoir déserté l'armée, tout. Il n'y a pas eu de poursuite, il y a eu l'impunité totale. Et pendant tout ça, on a eu une corruption qui s'est généralisée. Nous n'avons pas une justice qui est là, qui est là à légiférer au nom du peuple. La justice, elle est corrompue. Quand vous regardez au Mali, on parle de structures qui parlent au nom de communautés musulmanes, qui parlent de tout. Ces structures fêtières qui est le Conseil islamique, que vous faites allusion, que je parle à son nom. Quel est son rôle aujourd'hui? Quel statut il a? Qu'on arrête d'instrumentaliser le fait politique. Ce qui s'est passé au nord, c'est parce que le Mali a été mal géré. Et il y a eu aussi, c'est vrai, les dégâts collatéraux de l'attaque sur la Libye. Et tout cela, donc nous avons eu ce qu'on appelle, à mon terme, c'est-à-dire une crise multidimensionnelle. Et donc ceux qui sont venus dans la foulée et qui ont revendiqué au nom de l'islam, nous condamnons, ce n'est pas des musulmans, ils ne vont pas venir nous parler de l'islam. Nous avons notre islam ici qui prône la paix, la démocratie, la laïcité, la république. Mais là, le problème au nord, c'est un problème multidimensionnel. Nous avons eu ici des avions de cocaïne, de drogue. Donc le problème du nord, c'est un problème très complexe. Le résumé à un problème de montée des islamistes ou des djihadistes, c'est une manière... Une clarification, M. Kaoudim. Voilà. Personne ne dit que le problème au nord se limite à un problème de montée de djihad. Mais nous parlons précisément de la radicalisation et nous avons constaté avec l'ensemble des Maliens que nous avons assisté quand même à une montée de mais il n'y a pas de radicalisation. Il y a ce que j'ai qualifié tout ça. Il n'y a pas de radicalisation. Il y a ce que j'appelle une mauvaise gestion d'un problème qui est mal diagnostiqué et donc qui ne peut pas trouver sa solution. Parce que le problème du nord, il y a un problème identitaire, il y a un problème religieux, il y a un problème de narcotrafiquants, il y a un problème de la volonté de l'Occident de s'imposer. Et donc tout ça, il ne faut pas le mettre dans un seul bloc. Donc je pense que c'est un problème qui est mal posé et donc qui ne peut pas être solutionné parce que ce n'est pas un problème de radicalisation, mais c'est un problème de mauvaise gouvernance qui nous a amenés là où nous sommes. Donc selon vous, il n'y a pas de radicalisation au Mali? Non, pas du tout. Alors il est 18h30 presque. Nous allons observer une première pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. À présent, nous donnons la parole. Je rappelle d'abord que le thème du jour, c'est la radicalisation au Mali, comment y faire face. Alors, nous sommes sur le premier volet qui est donc centré autour des origines de ces phénomènes. À présent, nous donnons la parole à vous.
vous, Fodé Ndiaye, vous qui êtes le secrétaire général du mouvement Sabati 2012, dites-nous, monsieur, qu'est-ce qui explique en tout cas à ce qu'on a vu, si on se réfère à ce qu'on a vu depuis 2012, qu'est-ce qui explique le fait qu'au Mali, il y a eu cette montée des djihadistes? Ok, donc c'est pourquoi je disais depuis le début de faire tout pour pouvoir situer le terme dans son contexte. C'est extrêmement important. Le radicalisme, quand on le prend sous d'autres formes, ça peut donner d'autres définitions, ça peut donner d'autres explications. Mais quand on le prend dans le cadre religieux, comme on a dit, c'est-à-dire quand nous le prenons dans le cadre religieux pour pouvoir expliquer un peu ce qui se passe, ce n'est pas seulement au Mali. Aujourd'hui, si vous voulez, si on parle du djihadisme lié un peu au radicalisme... Nous savons que cela existe même en Europe, mais nous nous intéressons au cas concret du Mali. Effectivement, je sais bien qu'on s'intéresse au cas spécifique, mais vous savez, le phénomène, il est multidimensionnel. Aujourd'hui, le phénomène s'explique par pratiquement les mêmes mutations dans les sociétés. Aujourd'hui, pour nous, pour le cas spécifique du Mali, les djihadistes qui sont enrôlés ici au Mali, c'est lié à quoi? Parce que quand ils sont là, c'est les Maliens d'abord, ils recrutent pour pouvoir faire face à leurs compatriotes. Quand ils sont en France, c'est la même chose. Quand ils sont ailleurs, c'est la même chose. Donc ce phénomène, aujourd'hui, se base sur un aspect extrêmement important. C'est lorsque nos jeunes sont désœuvrés, nos jeunes sont mal encadrés, nos jeunes ne sont pas bien entretenus. En quelque sorte, c'est lié à un problème d'éducation. Donc c'est ce qui fait que ces jeunes sont beaucoup plus à l'écoute de ce qu'ils sont en train de dire. Ces jeunes sont quelque part leur proie. Et là, aujourd'hui, ce phénomène qui est réel, pas seulement au nord, mais même à Bamako ici, des jeunes qui sont mal, je dirais pas mal éduqués, mais aujourd'hui qui ne connaissent pas les valeurs sociétales que nous prônons tous les jours. Vous voulez dire que c'est des jeunes particulièrement exposés? Particulièrement exposés au phénomène. C'est ce qui explique cela en réalité. Si vous voulez savoir quelle est à l'origine, ce ne sont pas des jeunes de la Syrie qui viennent combattre chez nous au nord, mais c'est des jeunes qui sont recrutés de partout à travers le pays. Mais qu'est-ce qui fait que ces jeunes sont une proie facile pour eux? C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas reçu l'éducation nécessaire qu'il faut afin de pouvoir faire face à ces gens, afin de pouvoir avoir l'amour de leur patrie, l'amour de leur pays, connaître un peu les fondements de leur pays pour pouvoir vraiment faire face à ce phénomène qui se développe à travers le monde. Aujourd'hui, juste pour une petite explication, nous avons invité une dame qui est venue de la France. Il nous a expliqué comment est-ce que les djihadistes recrutent les jeunes à partir même de la France, à partir des réseaux sociaux, à partir des jeunes qui ont été frustrés dans les prisons, des jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation familiale, des jeunes qui n'ont pas d'attache familiale. La plupart des jeunes qui sont enrôlés à leur niveau sont ces jeunes. Donc aujourd'hui, si nous essayons de voir, est-ce qu'aujourd'hui notre pays ne favorise pas ce genre de situation? Donc nous devons revenir à cela. Peut-être quand on parlera des solutions et des causes réelles de ce phénomène, on va en parler davantage. Alors à vous la parole à présent. Adama Traoré, vous qui êtes le président de la plateforme de la société civile du Mali. Merci. Bon, vraiment, je ne sais pas. Il y a des confusions ici. Vous savez, il y a tout un amalgame de gestion de l'État, de gouvernance, de faire de société, pratiquement jusqu'à celui de la famille. Alors, on parle du problème du Nord. Au fait, en parlant aujourd'hui du djihadisme, le point de repère, c'est le Nord de notre pays. Alors, il faut vous rendre compte d'abord qu'il y a eu une rébellion. Il y a le MLLA qui a pratiquement créé une situation au nord de notre pays, avec l'esprit indépendantiste. Ils ont été par la fin rejoints par un groupe, infiltrés par un groupe, appuyés par un groupe, dit des djihadistes, qui vers la fin ont été pratiquement amenés à renvoyer le MLRA du Nord, en leur faisant dire attention. Vous êtes venus pour parler d'indépendance, etc., du Mali, division, ce n'est pas notre problème à nous. Nous sommes venus pour étendre l'influence
notre idéologie à partir du Mali sur toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut se rendre compte, ne comprendre pas les choses. De toute façon, on sait que la rébellion, il y a eu des causes très profondes. Il s'est mieux placé, moi, pour le dire. Quand je suis impliqué depuis 1963, je suis impliqué dans cette histoire du djihadisme. Ou sinon, je vais des rébellions au nord du pays. J'ai dit simplement ici, le djihadisme est venu au nord. Les gens sont venus c'est venu d'ailleurs, ils sont venus avec leur idée, ils allont tenter d'imposer aux autres. Maintenant, c'est réel qu'il y a une montée. La montée, c'est quoi? Ceux qui ont tenté de renvoyer le MLA là, on a tenté de ramener le MLA dans le Berka, on sait qu'il a amené. Mais sans pour autant tenter de gérer ce problème du djihadisme qui s'est trouvé déjà au nord. On a fait un amalgame, tout en étant des gens qui sont à cette base-là, sans les combattre à fond. On a ramené, n'est-ce pas, ceux qui parlaient d'indépendance. C'est ce que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, à la table de négociation, de tout, on est en train de voir les paramètres. Bon, vraiment, je pense qu'ici, il faut faire la part des choses. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Mali qui est concerné, mais parlons seulement le cas du Mali. Alors, je rejoins un peu quand tu parles évidemment des jeunes qui sont désœuvrés, c'est normal, et c'est vrai. C'est le lit, n'est-ce pas, de recrutement de ces gens-là. Bon, ça c'est normal. Mais il y a bel et bien aujourd'hui cette philosophie, cette idée, cette ligne de conduite qu'on en impose aux autres islams. Ici, il y a un islam correct, un islam orthodoxe, un islam traditionnel. Qui peut venir parler d'islam au Mali mieux que cela? Donc ce qui est là est importé. C'est à nous de faire face en prenant en compte effectivement l'éducation de la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse, afin qu'ils ne tombent pas dans ce qui nous apprend aujourd'hui, cette situation malheureusement déplorable. Alors, vous avez déjà anticipé, puisque c'est ça justement le second volet de ce débat, les facteurs qui favorisent la montée de la radicalisation. Alors, avec cette question, nous allons commencer ce volet. Y a-t-il des réalités sociales, économiques ou culturelles qui serviraient de terreau au phénomène de la radicalisation? Je pose à vous en premier lieu la question Issa Kaoudjimo, membre du Haut Conseil islamique. Merci. Je crois qu'on ne peut pas dissocier le politique du religieux. Puisque nous sommes un pays, on se plaît à dire, personne ne vient nous parler de l'islam ici. Ça veut dire que c'est une terre d'islam, ou qu'on soit conséquent et cohérent avec nous. Quand on parle de Tombouctou, Tombouctou est plus ancien que la colonisation française que nous avons subie. Quand on parle de Djenné, quand on parle de la conquête, etc., de Soni Alibert ou bien de Kankou Moussa, on parle de valeurs de l'islam. Quand on parle de charte de Fourkan Fouka, on trouve aussi des dispositions qui sont en harmonie avec l'islam. Donc aujourd'hui, vouloir dissocier, parlant de vouloir imposer, mais la colonisation a été imposée. Moi, je ne défends pas l'idée de venir nous recoloniser, que ce soit idéologique ou autre, qu'on soit conséquent. Quand vous avez parlé des facteurs qui favorisent, mais les facteurs qui favorisent en premier lieu, c'est la mauvaise gouvernance. On n'a jamais fait le procès de ceux qui ont mis le pays à genoux ici. Tout le monde est conscient et convaincu que la mauvaise gouvernance, un pays où la mauvaise gouvernance est devenue une règle, où la corruption est devenue le sport national, et on parle du structure fêtière qui est le Conseil islamique, dans un pays où la crise du Nord, il y avait un élément religieux. Je vais vous rappeler, quand il y a eu l'effondrement des institutions, c'est le Conseil islamique qui était le seul pont au nord. Tout le monde le sait. À l'époque, personne ne pouvait aller. L'administration a fui, tout le monde a pris la tangente. C'est le Conseil qui a joué ce rôle. Et quand on est allé à Alger, parce qu'il y a des perdièmes, il y a à manger, il y a des honneurs, on a exclu le Conseil islamique. Et quand on a mis ce qu'on appelle la structure qui est chargée de dialogue, vérité, réconciliation, machin, on en a fait une affaire administrative. Et aujourd'hui, le Conseil islamique n'est même pas considéré, il n'a même pas ce qu'on appelle un statut qui lui confère, c'est-à-dire ce qu'on appelle donner un rôle au Conseil islamique en termes de contenu. Parce qu'aujourd'hui, les religieux n'ont pas de statut. Alors les gens se plaignent, ils font de la politique ou la politique font la religion, c'est entremêlé de la religion, donc tout est inféodé. Pour répondre à votre question, parce qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas trouvé sa voie. Parce qu'aujourd'hui, on fait semblant. Il y a la volonté de l'Occident de vouloir imposer sa ligne de conduite. Et nous avons des politiciens, pour ne pas dire des politicards, qui ont mis le pays à genoux et qui ont fait une fuite de responsabilités, qui n'ont jamais fait leur mea culpa. Et aujourd'hui, on parle de pauvreté, de mauvaise éducation. Mais qui doit jouer le rôle d'éducation? Si c'est les religieux, quel statut ils en ont?
Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Les mosquées n'ont pas de statut pour subventionner. Je donne un exemple. En Allemagne, on enseigne l'islam. Et au Mali, on loin de la laïcité dans un pays où 98% sont des musulmans. On refuse d'enseigner l'islam à l'école. Alors, quelle éducation pouvons-nous donner à nos enfants si l'école que leurs parents payent les impôts et les taxes, on les refuse au nom de la laïcité de la France d'enseigner leur religion et on vient nous faire croire que, alors que c'est l'autre qui veut s'imposer. Non, c'est parce que nous sommes dans une laïcité jacobin qui ne dit pas son nom, qui a montré ses limites. Alors, vous, pasteur Nouha Yatara, président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes au Mali, dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous pensez des facteurs qui favoriseraient donc la radicalisation, les réalités sociales, économiques et culturelles? Est-ce qu'il y en a qui favorisent? Je pense qu'il y en a plusieurs et multiples. D'abord, je reviens sur le facteur pauvreté. J'insiste sur ce facteur au Mali. Et je viens à la mauvaise gouvernance aussi, au manque d'autorité de l'État. Les Maliens ont voté une constitution. Mais cette constitution, ce sont les mêmes gouvernants qui sont les premiers à la piétiner. Quand vous votez une constitution laïque, dans la pratique, ce sont les mêmes Maliens qui l'ont les premiers piétiné. Et pourquoi ça a été piétiné? À cause de l'argent en venant de l'extérieur, du monde arabe. Tout de suite, le gouvernement a vu une opportunité et c'est le gouvernement qui a mis en place la MIPUI. Après ça, le gouvernement a vu plus grand. Ils ont créé le Haut Conseil islamique. Ce n'étaient pas les musulmans qui l'ont créé à prime abord, c'est le gouvernement. Ceux qui sont censés être les protecteurs de la constitution laïque du Mali. Ils sont partis, ils sont devenus membres du comité Al-Quds de la Ligue islamique mondiale. Donc le gouvernement lui-même a mis les deux pieds vers le radicalisme, alors que c'est un gouvernement d'un pays, d'une constitution laïque. Et ensuite, le phénomène au nord s'est aggravé avec la situation en Libye. Je donnerais une image de quelqu'un qui va dans une mare qui est infestée de moustiques et vous frappez au beau milieu de la mare et les moustiques, vous tirez quelques-uns, mais les autres se dispersent dans les environs. Et ces moustiques, en grande partie, ils se sont dispersés pour venir là où c'est facile pour eux de venir. Et ça, c'était chez nous. Et il y avait deux mouvements qui ont amené un radicalisme. Un était un radicalisme politique et économique et culturel, celui des MNLA. Et l'autre était le radicalisme religieux, terroriste, qui était celui de Akmi dans Sardine, du Moujao, du Boko Haram. Chacun avait son agenda. Ça, c'est le Nord. Et ils ont littéralement détruit non seulement le nord du Mali, mais en grande partie même le sud du Mali. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'était les conséquences de cette guerre qui a été imposée à l'Afrique de la Libye. Donc là, les Occidentaux ont leurs responsabilités et sur des accusations fallacieuses sur Muammar Kadhafi. Et nous payons tous aujourd'hui la facture. Mais les facteurs de la pauvreté sont, à mon avis, au bas de tout ça, tant au niveau des individus qu'au niveau du gouvernement. Fodé Ndiaye, vous êtes le secrétaire général du mouvement Sabati 2012. Nous allons suivre votre réaction. Ok, moi, à ce niveau-là, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a sérieusement un problème de gouvernance qui est à la base même de la crise de façon globale, comme notre père l'a dit. C'est-à-dire, c'est ce qui a fait que le pays est tombé aussi bas. Mais spécifiquement, le problème du djihadisme, de la radicalisation, entre guillemets, est lié, moi, à mon sens, du fait que ça s'est développé, surtout dans le cadre du pays, du Mali, comme vous l'avez dit, parce que moi, je trouve que le phénomène, il est international. Parce que quand on parle, par exemple, du réseau Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est lié à un grand réseau. Ils ont les mêmes systèmes. Ils ont les mêmes modes d'emploi, ils ont beaucoup de choses en commun. Mais quand vous voulez parler du cas spécifique du Mali, quand on va faire aussi une analyse un peu plus approfondie, au fait, ces gens ont commencé ces mouvements il y a longtemps, bien avant 2012. Mais qu'est-ce qui a manqué? D'abord, le gouvernement en question, en son temps, n'a pas pris ça au sérieux.
parce que c'est un phénomène que nous n'avons pas connu par le passé. Mais l'autre chose qui a encore aggravé, comme je l'ai dit, c'est la situation sociale même du pays. Aujourd'hui, le tissu social est tellement fragilisé que personne n'a la maîtrise de sa famille. Personne n'a la maîtrise de ses enfants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour ces gens et ça a été beaucoup plus facile pour eux de tendre un peu le mouvement à travers toutes les régions du Nord. Vous comprenez, quand ils viennent à Gao tout de suite, je te donne un exemple, tout de suite ils ont des adeptes. Vous comprenez un peu comment est-ce que le phénomène s'est répandu aussi vite. Donc aujourd'hui, il y a cela. Mais l'autre chose qui a encore manqué pour moi un peu à la question, c'est l'insuffisance d'implication des leaders et des responsables de la société civile. C'est extrêmement important parce que le phénomène, il est, comme on a dit, multidimensionnel. Le gouvernement devrait faire en sorte que les responsables... Nous aurons l'occasion d'aborder cet aspect. Nous allons bientôt observer une pause, mais nous allons avant tout donner la parole à vous, Adama Traoré, président de la plateforme de la société civile du Mali. Merci. Bon, encore une fois, ce n'est pas pour faire le procès d'un système, le procès d'une institution, le procès d'une organisation. On vit un fait. Il est là, il est présent au Mali. Des enfants sont en train de mourir, des femmes sont en train de mourir, des pauvres sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Au fait, on parle du djihadisme, mais est-ce qu'en réalité, c'est même le djihadisme là? Il y a un terrorisme de fait. Que souvent, il y en a qui se réclament de l'islam, mais qui n'ont rien de l'islam, rien du tout. Alors, je pense qu'on se focalise maintenant pour... écoutez, ne confondons pas les choses. Au nord de notre pays, il y a le narcotrafic qui a gagné un terrain extraordinaire, c'est devenu une route internationale. Alors il faut qu'on fasse la part des choses quand on fait un débat. Je ne suis pas en train, n'est-ce pas, de parler, aujourd'hui, un fait est là, mais la mer est en train de bouffer ce que le djihadisme même ne tue pas. Des gens qui sont en train de mourir sur la mer, il y a combien de milliers, n'est-ce pas, de jeunes qui vont mourir dans la mer. Alors, il faut qu'on fasse les choses en face. Évidemment, il y a une facilité pour ceux qui viennent au nom de l'islam. Ils ne sont pas des islamistes, ce ne sont pas des musulmans, pas du tout. Ils n'ont rien de musulmans. Ils prennent le nom de musulmans, la couverture de musulmans, on tue, on vole, on pille au nom de l'islam. Mais ça, ce n'est pas l'islam. Donc, je dis simplement qu'effectivement, il y a un problème qui est là, qui est présent, auquel on doit faire face. C'est de faire comment sauver notre jeunesse, n'est-ce pas, d'un désastre. Que faire aujourd'hui pour faire face à cela? Le rôle de l'ensemble, aussi de la société civile que du gouvernement. Il n'y a pas que, quand on parle de mauvaise gouvernance, etc., écoutez, chacun a une part de responsabilité là-dedans. Hein. Chacun a une responsabilité de l'intérêt aujourd'hui, en parlant de mauvaise gouvernance. On a beaucoup à dire là-dessus. Donc, ce n'est pas un thème sur lequel on ne va pas s'étaler. Parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de fautifs. Beaucoup de fautifs. Pas seulement qu'un gouvernement. Pour l'instant, je m'arrête là. Alors, nous allons observer la seconde courte pause avant de continuer ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La radicalisation au Mali, comment y faire face? Je rappelle que c'est cela le thème de notre grand dialogue, le grand dialogue de ce mardi. Nous allons à présent aborder le troisième volet de l'émission. Le troisième volet s'intitule « Les moyens de lutte contre la radicalisation ». Alors, cette question, qui doit mener en premier lieu la lutte contre la radicalisation? Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique. Avant de répondre, je voudrais réagir à ce qu'a dit M. Yattara. Je crois qu'il faut qu'on essaie de dire certaines choses avec beaucoup de mesures et surtout aussi d'échanges courtois et respectueux. Quand on parle de l'AMIPI, qui a créé l'AMIPI? C'est Moussa Traoré. D'accord, on ne va pas parler de l'historique de l'AMIPI. Quand on parle du Haut Conseil islamique, qui l'a créé? C'est Alpha Omar Konaré. Mais mettons les choses dans leur contexte. Les églises ici ont un statut d'État. Le pasteur, ou que je parle de l'église catholique ici, il est là comme le représentant de Vatican, avec statut de diplomate. Je viens. Maintenant, le Haut Conseil islamique, dans un pays où vous avez 98% de musulmans, vous avez des multitudes des associations, parce que quand il y a eu la révolution, entre guillemets, que je qualifie de farce, il y a eu des multitudes de partis politiques.
À la conférence nationale, les musulmans avaient demandé la création de partis politiques. On a fait allusion à l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il y avait des multitudes d'associations et l'État avait un problème d'interlocuteurs. Donc il fallait trouver une forme fêtière. C'est pour cela l'idée est venue parce que certains avaient estimé que l'AMIPI, c'est la création d'un parti politique, dit parti État, alors qu'il était inféodé, entre guillemets, comme ils le disent, à l'UDPM. Donc il fallait trouver une autre structure qui allait prendre en compte comme structure fêtière entre l'État et la communauté musulmane. Mais l'État n'a pas créé les mosquées, l'État ne crée pas les imams, l'État ne paie pas les imams. Je crois qu'il faut qu'on arrête de tenir des propos un peu excessifs. Maintenant, au-delà de ça, on parle de Libye. Mais qui a attaqué Libye? Ce sont les judéo-chrétiens. Sarkozy, c'est un juif. C'est un chrétien. Il tape la Libye, c'est un pays musulman. Il tape la Syrie, c'est un pays musulman. La France s'est coalisée sur la Syrie, c'est un pays musulman. Dis-moi un seul pays dans le monde qui est chrétien qui a le feu là-bas. C'est le pays musulman. Donc je reviens ici. Le problème, le Mali n'échappe pas. Regardez dans la sous-région, tous les pays qui sont dans ces difficultés majeures, c'est des pays musulmans. Et c'est une volonté de l'Occident judéo-chrétienne de vouloir recoloniser et de vouloir détruire les pays musulmans au nom d'une démocratie qui n'est qu'occidentale. Venons-en maintenant à la Je question. vais venir maintenant. Maintenant, quelle solution? Vous dites quelle solution? Oui. La solution, c'est de revenir aux fondamentaux. Nous sommes un pays musulman qui revendique des valeurs musulmanes, mais ces valeurs sont des valeurs épris de paix, de tolérance, de laïcité vraie. Laïcité, aussi au Mali, il n'y a jamais eu de problème entre musulmans et chrétiens et animistes. Et il n'y aura jamais de problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est l'injonction de l'Occident et nos soi-disant démocrates qui ne le sont que de nom parce qu'ils se sont érigés tout simplement des partis politiques pour mieux voler, pour mieux mettre le pays à genoux. Et aujourd'hui, ils courent, alors demandent l'aide de l'Occident pour venir sauver ce qui peut l'être. Mais en réalité, qui a exclu du champ politique les citoyens? Un citoyen, on dit 98% musulmans, mais qui doit prendre leurs préoccupations en compte si ce n'est pas les chefs religieux et à leur tête le Haut Conseil islamique du Mali, et qui est une réalité au Mali et qu'on fera avec. Cela est donc compris et nous nous tournons du côté du pasteur Ag Infa Yatara, président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes au Mali. Alors, monsieur Yatara, dites-nous, nous nous intéressons à la lutte contre la radicalisation. Qui doit mener cette lutte en premier lieu? Oui, je demande excuse pour revenir quand même sur certains propos du frère Issa. Les statuts de certains prêtres de l'Église catholique, ce n'est pas parce qu'ils sont catholiques maliens, mais c'est parce qu'ils représentent le Vatican qui a les mêmes statuts que n'importe quel État dans le monde. C'est un nouveau politique qui n'a rien à voir. Les protestants qui n'ont pas cet état-là, ils sont exactement comme n'importe quel marabout du Mali en matière de statut ici au Mali. Mais aussi dire que le gouvernement ne crée pas les mosquées médersa, mais le gouvernement fait beaucoup de choses dans les mosquées, dans les médersa, dans l'organisation du Hajj et beaucoup de choses qu'ils ne font pas aux chrétiens. Et pourtant, ils sont tous les Maliens. Mais 1%, même un citoyen malien a le même droit que tout autre citoyen. Kaoudim, vous n'avez plus la parole si vous avez répondu. Maintenant, monsieur Yatara doit avoir le même droit que n'importe quelle quantité d'autres Maliens. Monsieur Yatara, nous allons en venir à la question maintenant. Et on doit l'observer. Voilà, c'était là. C'est pas une question de comptabilité. Voilà. Si tu es, monsieur Kaoudim, écoutez, vous avez déjà répondu. Il est l'héritier, et si le père a 100 enfants, s'il y a un seul héritier, cet héritier doit avoir les mêmes droits et les mêmes privilèges que les 99 autres enfants. Alors, passez la réponse à la question maintenant. La pour lutte. s'approcher, La lutte. pour la Libye encore, l'OTAN n'a attaqué que quand la Ligue arabe a donné son feu vert et des pays arabes ont participé dans la guerre en Libye. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'attaque. Donc il ne faut pas dire que seulement les judéo-chrétiens, les musulmans aussi. Maintenant, pour revenir à la réponse, au niveau des moyens de lutte, moi je pense que les moyens de lutte doivent d'abord commencer au niveau de la famille. Tout comme l'éducation de base de tout enfant, c'est d'abord en famille. Quand au Mali, on voit des parents qui donnent des enfants à des marabouts de bas âge, 6 ans, 7 ans, ils les donnent à l'enfant et ils ne demandent plus de l'enfant.
Oui, vous pouvez le faire un certain temps. Quand il continue à revenir faire le cycle chez vous en famille. Mais quand il y a un nouveau changement de religion, particulièrement au nord, vous savez que c'est une nouvelle religion qui n'est pas celle pour laquelle vous avez donné vos enfants au marabout. Mais c'est à votre responsabilité de voir est-ce que ce marabout continue à enseigner à vos enfants l'islam de vos parents ou il est en train de le donner à d'autres dont l'islam est tout autre chose. Et beaucoup ont recruté de ces enfants talibés de ces marabouts-là à l'insu de leurs parents. Donc, premier niveau au niveau des parents. Deuxième niveau, c'est au niveau des chefs religieux, des leaders religieux. C'est eux qui savent quand quelqu'un prêche un langage qui est différent de la religion traditionnelle habituelle, celle qu'ils considèrent orthodoxe et bonne, ou pas. Donc c'est eux qui doivent avertir, c'est eux qui doivent faire des mises en garde, c'est eux qui doivent prendre des dispositions à leur téquille de droit. S'ils ne le font pas, ils ont démissionné de leurs responsabilités. Après les leaders religieux, vient la société civile. La société civile à plusieurs niveaux. Il faut la toucher. C'est à elle de mobiliser, de veiller. Après la société civile seulement vient l'État. Quand c'est plus fort que tout ceci, alors l'État doit intervenir. Alors, vous l'avez dit, Pasteur, la société civile doit intervenir. Elle est bien représentée ici par notamment Adama Traoré, qui est le président de la plateforme de la société civile du Mali. Adama Traoré, vous avez la parole. Merci. Je pense qu'il faut aller directement à la question. Je pense qu'il ne faut pas... On ne va pas encore revenir sur les différents aspects, n'est-ce pas, des différentes religions. Soit 90 ou 1%, c'est pareil pour moi. Je suis société civile. Et tous les enfants du Mali ont le même droit devant moi. Tous. Musulmans, chrétiens, protestants, tous. Nous avons les mêmes droits. Même droit à la vie. Même droit à l'éducation. Même droit aux soins. Les mêmes droits. Alors, cet ensemble, enfants talibés, musulmans, chrétiens, protestants, faire en sorte que ces enfants-là aient un espoir, aient un point de repère. Et ce point de repère-là, c'est ensemble qu'on va le faire. Ce n'est pas seulement la seule responsabilité d'un État. Il a dit, il faut aller jusqu'à la cellule familiale. Il faut que nous voyons maintenant quel est le comportement même aujourd'hui dans les familles. Quel contrôle aujourd'hui les pères ont sur les enfants. Avant, l'enfant était éduqué à 3 niveaux. La famille, la rue et l'école s'il y en a, ou l'école coranique ou l'école des Blancs. C'est sur ces droits charpentes qu'on construisait la vie de l'enfant. Mais aujourd'hui, la cellule familiale pratiquement n'a aucune influence. La rue est devenue pratiquement incontrôlable. Et maintenant, au niveau de l'enseignement, mais il faut voir les contenus. Excusez-moi, voyez la rue. Allez-y au rond-point, allez-y au feu rouge. Mais qui sont ceux qui sont là, ces enfants-là, c'est qui? Alors, il faut quand même comprendre comme ça nous-mêmes. Effectivement, nous sommes interpellés en tant que société civile. Notre rôle à nous, c'est de revenir à nos valeurs. Là, il a dit, le représentant du Haut Conseil islamique, il revient à nos valeurs. Effectivement, il faut que nous prenions conscience. Nous avons des comptes à rendre pour la postérité. Alors maintenant, il faut un engagement ferme de la société civile pour interpeller maintenant aussi les gouvernants. Monsieur Traoré, on vous remercie puisque le temps qui nous était imparti est fini. Je rappelle que nous avions 4 invités. Issa Kaoudji, membre du Haut Conseil islamique, Pasteur Nou Aga Infayatara, président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes au Mali, Adama Traoré, président de la plateforme de la société civile du Mali, et Fodé Ndiaye, qui est le secrétaire général du mouvement Sabati 2012. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba, mise en onde de Nuhon Djiré. Régie vidéo gagnée, Kanti, réalisation Ayoubasso. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le grand dialogue.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maundi. Shenni Beri Sikika